Donc, je vais vous passer l'ordre du jour pour cet après-midi. Ça. Ok. Vous voyez là? Ouais. Ok, donc cet après-midi, on va détailler un petit peu plus la méthode de la cartographie Grille Urban Stat. Ensuite, on parlera validation des résultats, reproductibilité de la méthode et puis une petite partie questions-discussions comme ce matin. Donc, on va essayer de tenir le timing. Je vais commencer directement avec les détails de la méthode. Hop. Vous voyez en grand écran là? Ouais, ok. Donc, pour repartir sur le référentiel, bon, je ne vais pas le redétailler, mais en gros, on partait sur une description en 3 strates. Bon, là, il y en a 4, mais en fait, on n'en a fait que 3. Puis ensuite, après les strates verticales, on a fait une distinction de forme horizontale. On a aussi détecté les paysages et on a croisé tout ça. Donc, les grandes briques du projet, on va les prendre dans l'ordre. Donc, on va commencer par la partie extraction de la végétation. Donc, pour extraire la végétation, dans ce projet, on s'est posé plusieurs questions. Donc, déjà, on s'est demandé si on partait sur classification supervisée ou simple NDVI. On est parti sur classification parce que les résultats sont a priori meilleurs. Et ensuite, on s'est demandé, est-ce qu'on prend approche pixel ou approche objet? Est-ce qu'on fait 2 classes, donc juste végétation, non-végétation, ou 5 classes qui étaient classiquement le cas au CEREMA? Et ensuite, est-ce qu'on fait un échantillonnage automatique ou manuel? Donc, on a fait différentes comparaisons. Donc ça, c'est Mathilde Segaud qui était en CDD chez nous pendant 21 mois, qui a fait ces comparaisons et qui a comparé les résultats et fait un compromis entre la qualité des résultats et la facilité de mise en œuvre. Et donc, on est parti sur une approche pixel pour la classification, en 5 classes parce qu'on avait déjà la méthode qui était développée au CEREMA pour la classification 5 classes. Et puis au début, on voulait partir sur toutes les autres classes pour faire les paysages, pour faire la carte des paysages. Du coup, on était parti là-dessus. Et l'échantillonnage automatique pour faciliter la mise en place du processus. Donc, la méthodologie, elle est la suivante. On calcule d'abord les néocanaux sur les images Pléiades. Donc, c'est des indices radiométriques, c'est-à-dire des rapports de bande. La teinte, la texture. Ensuite, on regroupe ces néocanaux avec l'image Pléiade RVB-PIR et le MNH. On crée les échantillons d'entraînement. Donc, on cherche dans les bases de données existantes les polygones. Donc, il y a la base de données, la BD Topo, la BD Forêt, l'OSM et l'Urban Atlas qui ont été utilisés pour ça. Ensuite, on nettoie les échantillons d'apprentissage, on applique un CAMIS, on sélectionne les points d'échantillon, donc avec des ratios qui sont calculés à partir d'une estimation de représentativité sur l'image d'entrée. On fait la classification supervisée, donc ici c'est du random forest qui est appliqué. Et ensuite, on fait un filtre majoritaire pour filtrer les pixels isolés. Oui. Juste, chaque fois que tu parles, donc MNH, bien préciser si tout le monde comprend bien ce que c'est le modèle numérique de hauteur. La différence modèle numérique de surface, moins le modèle numérique de terrain. Oui, tout le monde ne comprend pas forcément la pas si on en parle. Et juste pour expliquer, le nettoyage des données d'apprentissage, on le fait avec les données que l'on a calculées précédemment. Souvent, on utilise le NDVI pour enlever la végétation qu'on va retrouver sur les bâtis ou la végétation qu'on va retrouver sur les routes. Voilà, je sers du NDVI pour nettoyer nos données d'apprentissage. Ouais, j'ai une question aussi. Le CAMIS, ça vous l'utilisez pour éviter qu'il y ait des échantillons qui soient Non, on n'utilise plus le CAMIS. Il est marqué là. Oui, elle a laissé. Son CAMIS, éviter la surface. Alors, on utilisait le CAMIS historiquement parce qu'on faisait des sous-classes, par exemple sous-classes de bâtis, on allait prendre les bâtis avec les toits blancs. Voilà, on ne fait plus ça. On refaisait des sous-classes à partir de nos classes. Mais même dans GUS, on ne le fait plus? On ne fait plus ça. Même dans GUS? Oui. Bon, et les 5 classes, par contre, c'est du coup les bâtis et les végétations. Alors, il y a route, eau, bâti, route, nu, eau,
sol nu, Végétation. haute et basse, non? Elle a fait que végétation. Oui. Ouais, c'est 5, 6, enfin, c'est variable. Oui. Voilà. Pour les, tu veux qu'on attende? Je sais pas, ouais. Est-ce qu'on fait les questions à la fin? Ouais, ce sera peut-être simple. Plus agréable pour les gens en vidéo. Ouais, ce sera peut-être plus simple. On fait comme ça. Donc les résultats obtenus, voilà, les 5 classes. Donc bâti, route, sol nu, eau et végétation. Donc ça, c'est les résultats obtenus sur la métropole, plus grand Nancy. Après, on vous montre des petits zooms, voilà, donc sur une zone plutôt urbaine et sur une zone plutôt rurale. Donc voilà, rien de spécial à préciser là-dessus. La matrice de confusion qui a été faite pour cette classification. Donc, on constate que la classe végétation est celle qui l'a mieux détectée, ce qui nous arrange puisque c'est ce qui va nous intéresser pour la suite. Donc, on a un F-score de 0,94. Donc, voilà, on peut considérer que les résultats sont assez bons. Donc, c'est une méthode qui avait été développée au CEREMA historiquement et qui est utilisée pour diverses études. Donc, elle est assez La plupart de nos études, c'est ouais. La base commune à beaucoup de nos études. Alors, quelques limites, comme la classe sol nu n'est pas très bien représentée, les résultats sur la classe sol nu ne sont pas forcément toujours bons. On sait de toute façon que les sols nus, c'est assez compliqué. Il y a quelques confusions entre les bâtis et les routes, puisque parfois les matériaux peuvent se ressembler. Alors, ça ne va être pas forcément important pour nous, puisque finalement, on ne garde pas derrière toutes les autres classes, on va garder que la classe végétation. Et il y a une petite surestimation de la classe végétation, on en a déjà parlé ce matin. On voit que les arbres ils débordent un petit peu sur les bâtiments, mais on a préféré avoir trop de surfaces végétalisées que pas assez, que rater les surfaces végétalisées. Alors, apport Pléiades Néo, on en parlait ce matin, c'est dommage que Claire soit partie, c'est elle qui avait posé la question. On a testé dans le cadre du challenge Pléiades Néo qui avait été lancé par Airbus, l'apport des images Pléiades Néo. Donc, on a eu des images sur Nancy. Donc, Pléiades Néo, c'est un satellite à 30 cm de résolution, qui est plus précis que Pléiades. Qui est 100% Airbus, donc pour l'instant beaucoup plus cher que les images Pléiades classiques. Mais mieux résolu, donc on voit les résultats d'un seuillage du NDVI sur Pléiades Néo en vert et sur Pléiades en jaune. Donc on voit beaucoup plus les contours avec Pléiades Néo et on détecte des plus petites surfaces. Et par classification, on voit aussi que ça marche beaucoup mieux. Ici, c'est les résultats avec Pléiades Néo et Pléiades Néo, les 6 canaux, parce que Pléiades Néo a même 2 canaux de plus. Red Edge et Deep Blue. Alors en fait, on voit qu'entre ces deux-là, il y a peu d'apports. Donc l'apport des canaux Red Edge et Deep Blue n'est pas forcément très important pour la détection de la végétation. Mais par contre, entre Pléiades et Pléiades Néo, voilà, on détecte beaucoup plus de petites structures, de petits arbres, etc. Donc ça, c'est lié à la résolution du capteur. Voilà. Donc la partie sur la distinction des strates. Une fois qu'on a notre classification, on ne garde que la couche végétation. Et on va essayer de distinguer les strates verticales. Donc le référentiel, initialement, il avait 4 classes, donc arboré, arbustive, herbacée et strates mixtes. On a dû s'affranchir de la strate mixte composite parce que voilà, c'est trop compliqué à identifier par satellite. Donc au final, on n'a que 3 strates. Donc on prend le masque végétation qu'on applique sur l'image RVB-PIR. On fait une segmentation min-shift et à partir de ces segments, on va essayer d'attribuer la bonne classe à chaque segment en se basant sur le modèle numérique de hauteur et sur la texture en calculant des médianes. Et donc, on classe en 3 strates. Donc, initialement, on voulait se baser uniquement sur la hauteur. On le voit ici, on avait des seuils entre plus de 3 mètres, c'était arboré, entre 1 et 3 mètres, c'était arbustif et moins de 1 mètre, c'était herbacé. Sauf qu'on s'est aperçu que le MNH Pléiades n'était pas assez précis pour permettre de faire cela. C'est pour ça qu'on est parti sur la texture. Alors voilà, c'est justement la slide qui présente les limites sur le MNS. Donc on avait comparé le MNS DSM-Opt. Donc DSM-Opt, c'est un service qui est maintenant inclus dans Dynamis, qui était développé à la base par Liv, si je ne dis pas de bêtises. Et on a vu qu'entre DSM-Opt et CARS, voilà, il y avait beaucoup plus de flou sur DSM-Opt, donc pour l'urbain, ce n'était pas forcément bien adapté. Donc là, les équipes du CNES nous ont aidés à utiliser CARS et à le mettre en place sur nos images tristéréoscopiques de Nancy. Il y a quand même un petit problème de référencement par rapport au MNT qui a persisté, mais on a réussi à avoir un MNS satisfaisant.
Mais malgré tout, on est quand même moins précis que du lidar ou d'autres données. On le voit bien ici, la précision en Z, elle est quand même insuffisante pour distinguer ici des arbres, des arbustes, de l'herbe. On voit que tout est un petit peu flou. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur la texture. Donc la texture, c'est un calcul d'homogénéité au sein d'un voisinage. Donc on voit ici sur une image où là, ici, il y a de l'herbe et autour, on a des arbres. On voit bien que la texture est très différente entre l'herbe et les arbres. Donc ça va nous permettre de distinguer les deux correctement. Alors on a choisi finalement la texture SFS après discussion avec certaines personnes du CNES qui fonctionne très bien. Et les critères de seuil sur la texture et le MNH sont les suivants. Donc c'est complètement arbitraire, hein, on a choisi ça expérimentalement. Donc sur l'herbacée, on a une texture supérieure à 11. Sur l'arbustif et l'arboré, une texture inférieure à 11. Et ensuite, on se base quand même sur le MNH pour distinguer arbustif d'arboré. Ensuite, on a dû reclassifier une partie de la strate arbustive parce qu'en faisant cela, on se rend compte que si on prend que le MNH pour distinguer arbre et arbuste, les couronnes des arbres, elles sont toutes distinguées en tant qu'arbustes. Donc ça, c'était le gros problème qui persistait. On le voit ici, tout ce qui est en orange, c'est ce qui est détecté en tant qu'arbuste, alors que c'est juste la frontière entre arbre et herbe. Donc, je ne vais pas détailler tout le détail de la reclassification parce que c'est assez complexe, mais il y a plusieurs étapes de tri. Donc, on commence par regarder si le regroupement arbustif est entouré uniquement d'herbacées. Si c'est le cas, on le conserve, on se dit « ok, c'est bien des arbustes ». Par contre, s'il est entouré à la fois d'arborées et d'herbacées, on va faire un traitement. Donc, on va partir du bord du regroupement jusqu'au centre et on va calculer des moyennes de hauteur et de texture entre segments voisins, faire des comparaisons et soit le réattribuer à la classe arbre qui est à côté, soit le réattribuer à la classe herbe qui est à côté, soit le laisser en arbuste. Et à la fin, on a soit des petits segments arbustifs qui persistent, soit plus du tout de segments arbustifs si on a estimé que finalement tout pouvait se regrouper avec les voisins qui étaient arbres ou herbes. Je crois qu'on a un résultat juste après, voilà. Donc, oui, en haut, on a les résultats avant reclassification et en bas après reclassification. Donc, les arbres apparaissent en vert, les arbustes en jaune et l'herbacée en vert clair. Donc, on voit que la plupart des arbustes ont été reclassés en tant que arbres ou herbes, surtout sur la partie droite. Par contre, sur la partie de gauche, ici, on les a laissés puisqu'on a considéré que c'était de vrais arbustes. Et ici, sur le zoom, on le voit bien, tout ce regroupement arboré dont la lisière était considérée comme arbustive a été finalement reclassé comme arboré uniquement. Et la deuxième reclassification qu'on a mis en place, ça concerne la strate herbacée, puisqu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans les forêts notamment, qui étaient considérées comme de l'herbacée, puisque la texture était très homogène. Et donc du coup, ce qu'on a fait, les segments herbacés entourés d'arborés arbustifs et dont le MNH était supérieur à 3 mètres, étaient finalement reclassés comme arborés, ou respectivement arbustifs s'ils étaient entourés d'arbustifs. Voilà ce que ça donne avant, après reclassification. Alors les grosses zones, soit c'est de l'ombre, soit c'est vraiment des clairières. Voilà, il y a des grosses zones qui sont restées comme herbacées, mais la plupart sont là bien reclassifiées. Et encore une petite aparté sur l'apport de Pléiades Néo. Là aussi, on a pu avoir accès au MNS Pléiades Néo. Et on voit à droite que là, c'est le MNH Pléiades Néo, qui est beaucoup plus précis que le MNH Pléiades. Et là, on pourrait distinguer carrément les arbres et les arbustes. Je crois que juste après, voilà, on a fait ce travail-là. Donc, on aura le même problème de bordure, de couronne d'arbres qui seront détectés en tant qu'arbustes, mais par contre, on pourra faire uniquement des seuils sur ce type de modèle numérique de hauteur. Donc, Pléiades Néo, très prometteur là-dessus. Voilà, le gros frein pour l'instant, c'est le prix. Je fais une pause pour les questions sur cette partie, peut-être. Il y en avait plusieurs. C'est bon? Ah, c'est bon, tu as arrêté. Ah, ok, super. Oui? J'ai une question sur la classification. Oui. Est-ce que les ombres ont été prises en compte
Les ombres. Les ombres portées des objets ou les ombres propres sur les objets. Non, mais justement, ils sont traités après par les post-traitements. Ils ne sont pas traités pour être classifs. Ça ne posait pas problème, par exemple, pour la détection de la végétation, le fait qu'il y ait la végétation ombrée au soleil? Ben si, justement, parce que... Oui, non, mais juste sur des parties de forêt, mais sinon, je ne crois pas qu'il y ait trop de fausses détections. Hein. Ça marchait plutôt bien à la photo. Quand tu dis la prise en compte des ombres, ça veut dire quoi? Tu les identifies au départ et après tu les traites. Oui, c'est vrai. Harris, là. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est bien de faire une classe, et après, il faut à un moment ou l'autre se remettre dans les classes qui vont bien. Oui, voilà. C'est déporté de ça. C'est pour ça qu'on voulait. Oui. c'est pris en compte. Nous, c'est pris en compte et je pense même que dans nos échantillons d'apprentissage, il y a de la végétation à l'ombre, non? C'est possible que c'est possible. Qui soit à l'ombre. C'est sûrement même oui. Comme ça apprend dessus, l'ombre est quand même bien. On n'a pas de problème de détection, justement. Alors, souvent le problème que l'on a. Alors, le problème que l'on a avec ça, souvent, on détecte de l'eau. On trouve de l'eau. Le long, vous voyez, ça correspond à une signature qui correspond à de l'eau. La plupart du temps. L'erreur qu'on peut avoir, c'est ça. Lorsqu'on a des images d'hiver, surtout. En été, c'est moins le cas, mais en hiver, on a ça. Mais par exemple, s'il y a un arbre qui projette une ombre sur la pelouse, là, ça peut être un problème pour bien détecter la pelouse au lieu de l'ombre. Enfin, au lieu, de l'eau. Et là, sur les résultats, on n'a pas trop de détection. Justement, ce que Emma a montré tout à l'heure sur les règles de réattribution des segments par rapport à ses proches voisins, le fait de faire ce travail qui a demandé un peu à se taper la tête contre les murs fait que l'ombre mal détectée qui peut être réattribuée à de l'arboré arbustif, ça peut être corrigé en partie par cette partie-là. Si déjà le segment est végétalisé. Si le segment est haut, on ne traite même pas. Mais je veux dire, quand tu as de l'ombre portée d'un arbre sur de la végétation, sur de la pelouse, excuse-moi, il peut très bien appartenir, pour certains cas, de l'arbre ou de la végétation à l'ombre, théoriquement. Du coup, voilà. Et pour répondre au problème de débordement que tu as abordé entre les routes et les bâtis, c'est lié au fait qu'on utilise donc, le MNH pour discriminer les bleus et qu'on a vu que le MNH Pléiade bave un peu, enfin il n'est pas très très net, il est un peu arrondi et du coup on a cet effet-là de la limite qui n'est pas très bien définie. Voilà. On a un peu le problème aussi entre la végétation et le non-végétation parce que souvent la bande infrarouge elle n'a pas la même résolution, donc du coup ça déborde un peu et ça impacte aussi les voisins. Voilà. Elle n'a pas de résolution spatiale. Alors je ne sais plus là, sur Pléiade si c'est le cas, c'est pas le cas sur Pléiade, mais sur certains satellites, la bande infrarouge est moins résolue, elle a été ramenée, elle a été rééchantillonnée, même, mais sinon on a un effet de ça va, c'est-à-dire que l'infrarouge a un impact, impacté les voisins. Le problème, c'est que les Pléiades, c'est 70 cm, on fait du sharpening, mais les bandes, les pixels en fait, c'est de 80. On lève les billes et en fait, à 2,80 m, on a toujours des trucs qui bavent un peu mieux. Sur Peigno, ça sent un peu moins, mais il y a le même effet, c'est le facteur 2. Oui. Et c'est intéressant. Ça ce traitement, vous avez réussi à optimiser quelque chose pour faire quelque chose qui est assez efficace en termes de temps de calcul, tout ça. Question piège. Alors, justement, c'est ce qui fait que le traitement est très long. On disait ce matin, pour la métropole de Nancy, on a 2 semaines de temps de traitement, alors qu'on a quand même des serveurs. La raison, elle est simple, c'est qu'on a vectorisé tôt et tous les traitements sont faits en vecteur. C'est ça. Et que forcément, c'est très fin et qu'on se trouve avec beaucoup de calculs. Il faudrait qu'on traite ça au niveau raster, avec de voisinage, des superpixels, un truc comme ça, un groupement de pixels, et pour éviter ce temps de calcul. Moi, je fais des choses qui sont un peu similaires à les algos, et j'ai aussi le problème d'ombre. Je vais détecter les forêts, par exemple, qui vont avoir une texture lisse, et du coup, voilà. Alors moi, je traitais ça par des traitements morphologiques, ou des traitements de suppression de petits objets, tout ça, donc du pur raster. Ça, c'est assez efficace. Okay. Et après, sur mes classes, sur d'autres types de classes, le bâti, tout ça, j'ai d'autres méthodes de régularisation pour mais surtout, qui restent pas flamboulés. Il y a quelque chose qu'on a identifié un petit peu à froid quelques semaines après le projet où
peut-être la tête dans le guidon a fait qu'on n'a pas fait les choses dans le bon ordre dans la méthode. Les paysages, on les a laissés pour la fin. Le fait d'identifier les paysages tels qu'on les décrit, puisque ce n'est pas des paysages, mais on va dire l'ancrage par rapport au milieu, qu'il soit hyper-urbain, forestier, etc., devrait se faire un peu en amont, a priori, hein, ce qu'on s'est dit après, pour que les traitements qui arrivent après, dont les regroupements de segments entre eux par rapport aux frontières, etc., se fassent de manière plus ou moins détaillée par rapport au milieu où on est. Dans le milieu forestier, faire ce calcul-là, oui, les 2 semaines de calcul, elles sont peut-être du fait qu'on a beaucoup de segments forêts alors que c'est une zone homogène sur une grande surface, on ne devrait pas faire ce type de traitement. Donc, au niveau de l'ordonnancement des tâches, je pense que même si on refait ça, on va gagner du temps. Après, il y a une histoire d'optimisation, d'algo et l'ordre de grandeur, sur la métropole de Nancy, le vecteur, c'est 10 gigas. Ça donne l'ordre de grandeur qu'on a en données. Voilà. Donc, manipuler 10 gigas en vecteur, c'est compliqué. En vecteur, c'est parce qu'en fait, tu vois, le résultat de la segmentation, on le vectorise. C'est ça qui fait que c'est super lourd. Sursegmenté aussi, quoi. 10 gigas, ça me paraît énorme. Non, mais c'est manipuler des vecteurs. Peut-être la taille des segments aussi. Après, je faire des plus gros pense à une piste qui peut être intéressante, mais je donne des idées, mais je pense que vous en avez du projet, et puis c'est la fin en même temps. Moi, sur ce que je fais, là, je m'occupe de faire des masques pour CO3D. Oui. C'est leur fournir des masques de végétation haute, de végétation basse, de l'eau, comme je peux. Et quasiment tout est soit non supervisé, soit très faiblement supervisé, c'est-à-dire avec des bases de données, genre PQL pour l'eau à 30 mètres ou WSF pour le maquis à 10 mètres. J'essaie de faire un truc avec ça et faire une cuisine. Et là où je veux en venir, c'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que par exemple, pour ma méthode pour détecter la végétation, selon les scènes, typiquement des scènes en Alsace, en France, ça peut assez bien marcher, mais des scènes, si je prends une scène à Dubaï, par exemple, l'algo, son paramétrage de base, il va surdétecter de la végétation, parce qu'il n'y a quasiment pas de végétation à Dubaï. Au contraire, en forêt amazonienne, il va peut-être sous-détecter, donc il y aura des trous un peu dans la forêt, c'est un peu dommage. Il y a des bases de données, il y a une base de données qui est pas mal, c'est les World Cover, à 10 mètres. Hein. Et ça, on compte l'utiliser sans doute pour se dire, tiens, on fait des stats avec ça, ça prend un demi-seconde sur une grande scène, parce que c'est moi, je fais des stats un peu savoir quel pourcentage pour les ratios, pourcentage de villes, etc. Et ce genre de stats, après, je vais m'en servir pour changer mes paramètres de mon clustering. Hein. Ça, je fais du clustering. Et du coup, c'est grosse maille. Mais ça a l'avantage que, à la limite, ça aiguille un peu les traitements en fonction du type de scène. C'est ce qu'on fait. De paysage, on a un premier a priori, c'est 90% urbain, ok, on fait le traitement. Ou alors, s'il y a que 10% d'urbain et tout ça, s'il y a énormément de forêt, ça vaut le coup de systématiquement dilater la végétation haute pour combler les trous. Alors, c'est un peu l'idée qu'on a, pas tout à fait à ce point-là, mais le classique, ce que l'on fait, on lance d'abord une première fois. On fait les statistiques pour savoir quel type de classe, le pourcentage de chaque classe, et on réinjecte la quantité d'échantillons correspondants et on refait tourner. Voilà. Parce que donc, les lois donc, de statistiques demandent que l'échantillon corresponde, le taux qu'on va mettre corresponde à ce qu'on va voir. Donc en fait, souvent 2 fois pour avoir une meilleure qualité. World Cover sur de l'urbain à 10 mètres, j'ai peur que du coup, il détecte 0 arbre. Il en détecte. C'est pas grave, mais en fait, c'est plus pour avoir une tendance. C'est pas pour dire. Je comprends. C'est pour avoir une tendance et puis me dire, du coup, je vais. C'est pas trop pour son arbre, mon algo, je vais différemment. Rien que l'information des paysages, déjà, nous permettrait d'avoir des niveaux de traitement différents, quoi. Grossier peut-être au départ ou plus grossier sur la forêt, parce que la forêt, on n'est pas là pour aller concurrencer les données de l'IGN, de l'inventaire forestier qui sont bien faites. C'est pas ça qui nous intéresse dans le cadre de ce projet, en tout cas, on suit. C'est l'urbain qui nous pose problème. Très fin sur l'urbain, ça on veut l'être. Par défaut. Après, sur d'autres zones agricoles, forestières, etc., on peut se dire, on peut lâcher un petit peu du lest sur la taille du segment, et ça le définir dès le départ de la chaîne. Alors que là, on y va brut. On est un peu brut. C'est pour ça que la donnée prairie-culture est faite avec des sentinelles plus larges, parce qu'elles sont surtout en périurbain. Oui.
Est-ce qu'il y a des questions à distance? Je ne les vois pas. Benjamin, si tu les vois. Non, il n'y en a pas. Ok. Il y a juste une remarque comme quoi on n'est pas loin de compter les arbres, je pense avec l'histoire du MNS Pléiade Néo. Ah oui. Oui, avec Pléiade Néo, on peut faire beaucoup de choses. Ok, bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va continuer. Donc, on va passer à l'étape 3, qui est la distinction des formes horizontales. Donc, une fois qu'on a nos 3 strates, on va essayer d'aller plus loin avec de l'analyse spatiale et du traitement d'image, et grâce aux données multitemporelles Pléiade. Donc, on a aussi ici révisé le référentiel. À chaque fois, on revoit nos ambitions un petit peu à la baisse. Donc, on a regroupé les 2 types de boisements organisés et désorganisés en boisements. Et on a gardé arbre isolé, alignement d'arbres. La méthode, donc à partir de notre couche strate arborée, on va distinguer déjà les arbres isolés. Donc les arbres isolés, tout simplement, c'est ceux qui ont une surface de moins de 100 mètres carrés. Donc c'est pas embêté. Ça, c'est simple. Ensuite, dans ceux qui ont une surface supérieure à 100 mètres carrés, on va essayer de distinguer les alignements des boisements. Et pour ça, on va calculer la convexité de la forme et la compacité de la forme. Donc, vous avez à droite ce que ça signifie. Donc, une forme convexe, ça ressemble plutôt à ça, alors qu'une forme concave, ça ressemble plutôt à ça. Et une forme compacte, c'est une forme qui se rapproche d'un cercle, alors qu'une forme peu compacte, c'est une forme qui va partir dans tous les sens. Donc, à partir de ces calculs-là, on est capable de dire si la forme ressemble à un alignement ou à un boisement. Donc, un alignement, ça peut être une forme convexe avec un indice d'élongation élevé, ou une forme concave avec un indice de compacité faible. Et un boisement, donc, pareil pour le premier critère. Par contre, ça va être plutôt une forme concave avec un indice de compacité élevé. Donc, en gros, un boisement, ça se rapproche plutôt d'un cercle. Et il y a un autre critère, c'est que si la surface est supérieure à 5000 m², pareil, on dit c'est forcément un boisement parce que des alignements de plus de 5000 m², on estime que ça n'existe pas. C'est arbitraire. Donc voilà ce qu'on obtient. On ne voit pas super bien. Les arbres isolés, c'est ceux qui apparaissent avec une petite couronne jaune. Les alignements, c'est ceux qui apparaissent avec des petits traits, des petites hachures. Donc voilà, c'est quand même plutôt bien détecté ici. Et les boisements, ce sont toutes les formes ici qui apparaissent avec des arbres noirs là, qui sont dessinés dessus. Voilà. Ensuite, pour la strate arbustive, on a fait un petit peu pareil. On a déjà regroupé. Donc, alignement d'arbustes et d'arbustes, on a regroupé en alignement. Et boisement désorganisé, organisé, on a regroupé aussi. La méthode, elle ressemble fortement à ce qu'on a fait pour les arbres. Donc, un arbuste isolé, la surface est un peu plus petite. C'est si la surface est inférieure à 20 m². Ensuite, si elle est supérieure à 20 m², donc si la surface est supérieure à 100 m², on dit que c'est directement un boisement. Et sinon, on recalcule aussi ces indices de convexité-compacité et on a à peu près les mêmes critères. Donc voilà les résultats. Les arbustes isolés apparaissent ici. Ce sont des taches avec un contour vert. Les alignements, il n'y en a qu'un ici, un alignement d'arbustes avec les hachures et les boisements arbustifs avec les petits arbres au milieu. Voilà. Et pour la strate herbacée, donc pareil, on a regroupé pelouse et prairies en prairies. Et c'est quoi l'autre? Couvert de plantation réparties et couvert de plantation dense en culture. Donc pour différencier culture et prairies, je ne sais pas pourquoi tout le texte n'apparaît pas. Okay. On a distingué ces 2 classes-là sur les séries temporelles Sentinelle-2, donc une série temporelle sur une année, avec la chaîne IOTA 2 du CES Bio qui a été développée pour fabriquer l'ozo, l'occupation du sol. Donc en gros, c'est basé sur le fait qu'une culture, ça a un cycle saisonnier très marqué, alors qu'une prairie, ça va être plus erratique. Et donc, voilà, on va pouvoir distinguer les deux. Pour l'apprentissage, nous, on a pris le RPG, donc c'est le référentiel parcellaire graphique. C'est là où tous les agriculteurs déclarent quelle culture ils ont mis. Et en Europe, il y a le même système qui s'appelle LPIS. Voilà pour cette partie. Et voilà les résultats. Alors là, on est un peu plus mitigé. Il y a quand même plus de prairies que de cultures détectées. Mais en milieu urbain, on a quand même certaines zones qui apparaissent comme des cultures.
Et on sait que ce n'est pas le cas dans la réalité. Donc là, on arrive à la limite de la méthode. Alors on s'est dit, soit il faut revoir le paramétrage, soit on peut forcer la classe prairie dans l'enveloppe urbaine, parce qu'on est quasi sûr que dans l'enveloppe urbaine, il n'y aura pas trop de culture, ce sera plutôt des prairies, sauf les jardins partagés. Il y avait quoi d'autre? Oui, en partie, mais voilà. Il y en aura moins statistiquement, mais voilà, on sait qu'on en loupera. Oui, voilà. Donc pour les erreurs, on verra ensuite avec Franck un peu plus de résultats sur la validation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus sur cette étape? Juste une question. Oui. Sur les surfaces de 100 mètres carrés et plus, oui. C'est reclassifié boisement? Pour les arbustes. Oui, pour les arbustes, mais le boisement, c'est un boisement d'arbre ou un boisement? Oui, c'est alors, si on est dans arbre, on reste en arbre, et si on est en arbuste, on reste en arbuste. Ah, ça peut être boisement arbuste, boisement arboré. La strate, là, on la touche plus. Oui. Oui. Ah, c'est pas les bonnes terminologies? Non, c'est pas ça. C'est que, après, peu importe, mais un boisement, c'est vrai que ça renvoie à une certaine idée de la plantation, enfin de l'espace. Oui. Et un boisement arbustif, c'est vrai que ça m'avait un peu interpellé. Non, mais voilà, sur le référentiel, on a certaines terminologies à recaler. On était resté un petit peu dans un découpage initial. Et j'avais cru comprendre que la classification, on l'a retransférée dans un boisement arboré. Non, une fois qu'on a les 3 strates, ça reste en strates. Ça reste en 3 strates. Non. Le seul basculement qu'on fait, c'est quand on rapproche le voisin. Donc, si on a des arbustes détectés en lisière, parce que quand on fait des tranches, la partie un peu périphérique, elle apparaît plus basse. Du coup, elle est classifiée en arbuste. Il y a juste ça qu'on reclasse dans l'arbre, parce que c'est la frontière extérieure. C'était dans les images qui étaient rattache à l'arbre. Il n'y a que pour ces cas-là qu'on fait changer les objets détectés initialement dans une autre strate. Et l'herbacée qui était dans l'autre. Voilà. Aussi. Tu avais une question? Oui, je me demande, vous utilisez la chaîne Iota 2 pour la destination de prairie-culture. Vous avez aussi dit que l'OZO était fait avec Iota 2. Oui. Pourquoi vous n'utilisez pas directement l'OZO il faut recalculer avec la chaîne Iota 2? On peut utiliser directement OZO, c'était juste pour pour faire marcher à partir de données plus locales et un peu plus précises, correspondant à l'année et le. Oui, mais on peut prendre l'OZO de la bonne année. Tout simplement. Oui, l'OZO, leur modèle, il est sur toute la France, si tu veux. Oui. Donc là on fait l'apprentissage que sur la zone. Plus précis, si tu veux, sur la zone. Mais c'est surtout que l'apprentissage se fait sur des surfaces qui sont beaucoup plus grandes. Et si on prend l'OZO, on ne va pas caractériser les plus petites surfaces qu'on obtient en urbain. On apprend sur des grandes surfaces, on détecte les plus petites parcelles qui ne sont pas visibles dans l'OZO. Ok, donc il y a une meilleure précision de votre classification que celle de l'OZO. Oui, parce que c'est vrai qu'en milieu urbain, l'OZO en fait nous dirait juste urbain. Okay. La plupart du temps. Ouais. Parce que là, la classification que vous avez montrée, c'était sur base d'images PA, pas d'images. Sauf pour prériculture, on prend le sentinelle et après on le réapplique. C'est vrai que ça ne pas expliqué. On réapplique sur la forme du polygone. Une autre chose, avec l'OZO, il va distinguer tout un tas de cultures différentes. Là, on ne s'est pas embêté, on a fait culture et prairie, c'est tout. Après, en milieu urbain, tu as des prairies, vous voulez faire des pelouses, elles vont aussi griller l'été et tout ça, donc il risque quand même d'avoir un truc sur le LDBI qui. C'est pour ça que ça ne marche pas super bien. Ouais. Quand tu fais la distinction, par exemple, entre arbre isolé et alignement d'arbres, c'est uniquement à la forme, il n'y a pas de prise en compte du contexte. Par exemple, un alignement d'arbre avec un arbre isolé au bout d'alignement, est-ce que ça reste un arbre isolé ou parce qu'il est en bout d'alignement d'arbre, il est inclus dans l'alignement? Pour l'instant, il reste isolé. Mais justement, si on inclut le paysage. Là, la question, elle n'est pas forcément propre au paysage. Il y a des critères de proximité qu'on a pris en compte. Un peu la même manière de la critères de surface. Qu'est-ce qu'un arbuste, qu'est-ce qu'un arbre et qu'est-ce qu'un boisement? C'est à partir d'une certaine surface, à partir du moment où les choses sont très proches entre elles. Donc, par rapport à l'alignement, il y a des critères de proximité. Si on s'écarte d'un certain nombre de mètres et puis en tête, on finit par être isolé. D'accord. Après, j'anticipe peut-être une autre question qui est
on détecte par rapport à la forme, ce qu'a dit Emma tout à l'heure, donc sur ces aspects de convexité, concavité sur les alignements. On sait que ça ne marche pas partout, donc là on montre des images où ça marche. Voilà. Mais toi tu as les autres. Si on voulait mieux faire et peut-être en consommant moins de ressources pour calculer, ça serait aussi d'identifier le paysage avant. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment, pas à 100%, mais à peut-être 80-90%, que les alignements sont plutôt dans l'espace public en servitude de voirie. Donc l'idée d'identifier d'abord le paysage, voirie, infrastructure voirie, milieu urbain dense, là on va plutôt qualifier la végétation de cœur d'îlot ou en tout cas de servitude de bâtiment, milieu forestier, etc. Si on détermine ça avant, les arbres avec des critères de forme particuliers en termes de regroupement qui sont plutôt dans le paysage voirie, on a plus de chances que ce soit des alignements. Voilà, du coup, on sait qu'en changeant l'ordre des choses, dans une version future, on pourra faire mieux sans être parfait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou à distance? Non, c'est bon. Alors, définition du paysage environnant. Donc, on a un peu changé notre fusil d'épaule en cours de route. Au début, on voulait partir, comme je disais, sur la classification en 5 classes. Finalement, les résultats n'étaient pas forcément très bons. Et puis, on s'est dit, c'est quand même dommage parce que dans un projet SCO précédent, SAT-LCZ sur Nancy, on avait fait une carte des LCZ très précise et qui donnait de bons résultats. Donc, pourquoi ne pas appuyer là-dessus pour définir les paysages? Donc, déjà, au niveau des paysages, donc, comme je disais tout à l'heure, on a supprimé pour l'instant, parce qu'on n'a pas eu le temps, toute la partie précise. On a gardé que les 4 premiers niveaux, donc milieu urbanisé, voirie, infrastructure, étendue et cours d'eau et milieu agroforestier. Donc là, on a utilisé la cartographie Local Climate Zone qui avait été développée dans le projet SCO SAT-LCZ sur la métropole du Grand Nancy qui ressemble à ça. Pour décrire un petit peu ce que c'est que les Local Climate Zone. Je veux bien en toucher 2 mots. Peut-être juste avant, tu peux revenir sur 2 slides avant, pour revenir sur les paysages et l'intérêt, parce que ce matin on a fait vite, mais l'intérêt d'avoir, alors paysage, le mot, on a cherché sur des terminologies, est-ce qu'elle est bien, on a abouti sur paysage, qui était en gros le site d'implantation de la végétation d'une part, mais aussi on va dire la forme urbaine dans laquelle vient s'insérer la végétation. Parce que dans notre matrice de description de la végétation du départ, on va croiser en ligne les formes végétalisées. Ah ouais, je veux bien. Ce sera plus facile à expliquer. Désolé. Ça va être très petit, mais ouais, c'est ça. L'idée était de croiser la morphologie de la végétation, donc on a en ligne avec cette nomenclature en strates, puis forme végétalisée et organisation spatiale surfacique, avec des paysages où on descend, alors là on ne voit pas très bien, mais on va descendre peut-être au cœur d'îlot pour la partie milieu urbanisé qui, comme vous le voyez donc en gris à gauche, est bien plus détaillé avec plus de niveaux que par exemple le paysage de bord de cours d'eau où on va avoir et puis peu de choses différentes. On va descendre à un niveau assez fin de description pour le milieu urbanisé parce que, en fait, quand on croise les deux, on va avoir des formes végétalisées dans la matrice en rouge, on n'est pas revenu dessus ce matin, qui va correspondre vraiment à l'intersection d'un paysage avec une forme. C'est-à-dire, on va identifier un alignement d'arbres de rue Canyon, par exemple. Une forme végétalisée dans notre référentiel. Le truc, c'est que pour certaines formes végétalisées, elles sont pas, leur morphologie n'est pas déterminées par rapport à leur organisation spatiale entre elles, c'est-à-dire l'alignement d'arbres, c'est le fait qu'il y a plusieurs arbres alignés. Une végétation qui est en cœur d'îlot un peu diffuse, c'est plutôt le contexte urbain qui va donner la forme de l'espace. Et là, on parle d'espace végétalisé, où l'idée au début du projet, c'était de dire, pour un cœur d'îlot qui va être circonscrit, enfin délimité aux façades des bâtiments côté intérieur, on va donner plutôt des statistiques d'occupation du sol par les différentes formes végétalisées, plutôt qu'à dire
cœur d'îlot végétalisé, parce que ça peut être très bien de la prairie, très bien des arbustes, etc., etc. Donc il y avait cette idée du paysage qui peut apporter aussi à la description morphologique de la végétation. Ça, c'était pour l'intro. Et pour le fait qu'on utilise, on va dire, une donnée intermédiaire pour nous aider à définir les paysages, ce premier niveau, on peut le décrire assez facilement avec différentes bases. Nous, on a décrit de manière typomorphologique la ville de Nancy avec une approche local climate zone, qui veut dire zone climatique locale. C'est un découpage typomorphologique de la ville qui va correspondre à des unités spatiales homogènes à des tendances climatiques. Donc ça, c'est un découpage justement qui est très utilisé dans la communauté de la climatologie urbaine. D'ailleurs, c'est cette communauté-là qui l'a défini. Et derrière les 17 types, 17 classes LCZ possibles, avec 10 types en milieu urbain, 10 types en milieu hors urbain, on a des indicateurs de définition derrière, en fait, qui vont correspondre à la hauteur du bâti, la densité, j'en passe, et au type d'imperméabilité du sol. Donc, il y a une méthode qui a été développée au CEREMA par l'équipe du Polsat, et en fait, on arrive à découper, pour faire le lien avec ce qui a été montré ce matin en îlot morphologique urbain, le territoire auquel on va attribuer une de ces 17 classes. Et vu que ces classes sont très, très sensibles à la morphologie du bâti, ça nous aide à définir les paysages en regroupant les 10 premières plutôt dans le paysage urbain. Il y a une classe eau qui existe déjà, donc forcément, ça correspond au paysage eau. Et il y a une classe route aussi, enfin, on va dire sol artificialisé. On peut croiser justement avec le linéaire de route qu'on a déjà pour identifier ces deux classes. Et toutes celles qui restent, qui sont hors milieu urbain, hors eau et hors route, ça nous constitue nos paysages milieu agroforestiers. Voilà. Très bien, très bonne explication, merci. Donc voilà ce que ça donne. Donc en rouge le milieu urbain, en noir le milieu voirie infrastructure, en bleu le milieu étendu et cours d'eau et en vert milieu agricole et forestier. Donc voilà, on voit que les résultats sont quand même plutôt très pertinents. Peut-être qu'il y a des questions sur la méthode LCZ. C'est bon. À distance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Ok, alors du coup, je poursuis. Donc la dernière étape, c'est le calcul des attributs descriptifs. Donc une fois qu'on a nos formes végétales et notre paysage environnant, on a croisé tout ça. Et c'est là-dessus qu'on va calculer les attributs descriptifs. Donc il y a une première famille d'attributs descriptifs qui correspondent à la morphologie végétale. Donc c'est d'une part la strate et la forme qu'on a définies précédemment, donc dans les étapes 2 et 3. Ensuite, il y a la surface, donc tout simplement on mesure directement la surface de chaque polygone, elle est exprimée en mètres carrés. Et ensuite la hauteur, les statistiques sur la hauteur, donc moyenne, médiane, écart type, minimum et maximum. Donc ça, c'est des calculs de statistiques à partir du MNH des polygones, donc c'est estimé en mètres, et le MNH, c'est le MNH Pléiade, donc on sait qu'il y a forcément des erreurs. D'ailleurs, là-dessus, on s'est dit qu'à la place du minimum et maximum qui sont parfois aberrants, on pouvait prendre les quantiles, par exemple 90%, il faut voir comment faire, mais pour éviter ces valeurs qui sont un peu aberrantes. Ensuite, on a des attributs descriptifs sur le couvert végétal. Donc, pourcentage de couvert feuillu conifère et pourcentage de couvert caduc persistant. Et d'ailleurs, là-dedans, j'ai oublié de dire, je reviens juste en arrière, tout ce qui est écrit en gris, c'est ce qu'on voulait faire, mais qu'on n'a pas eu le temps ou pas réussi à faire. Donc, on aurait voulu estimer le volume de canopée. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va creuser. La densité surfacique, le port de l'arbre et le diamètre moyen du tronc. Pardon. Alors, par satellite, voir le diamètre, bon, ça paraît compliqué. Après, il y a des équations allométriques peut-être qui pourraient permettre de relier. Là, on n'a vraiment pas eu le temps de creuser, mais on espère pouvoir faire ça par la suite parce qu'il y aurait des choses qui seraient faisables sur les arbres. Voilà, des pistes. Sur le couvert végétal, donc les pistes, c'était la saisonnalité, la diversité d'essence, on en a parlé ce matin, le LAI, donc il y a peut-être des indicateurs qui permettraient de passer au LAI. Et l'état de santé de la végétation.
Donc nous, on a fait juste les 2 premiers. Donc pour le pourcentage feuillus conifères, ce qu'on a fait, c'est on s'est appuyé sur la bande proche infrarouge. En bande proche infrarouge, on arrive vraiment très bien à distinguer les feuillus des conifères parce qu'ils ne réfléchissent pas de la même façon. Donc on a fait un simple seuillage avec une valeur une fois de plus qu'arbitraire et on a juste calculé les pourcentages. Et pour la différence de couvert persistant caduc, là on s'est appuyé sur les images d'hiver Pléiades. Donc on a recalculé le NDVI et on a comparé le NDVI été au NDVI hiver. Et si la différence de NDVI est faible, inférieure à 0,1, on estime que ce sont des arbres persistants. Si la différence de NDVI est élevée, on estime que ce sont des arbres caducs. Et pareil, on a calculé les pourcentages. Le troisième type d'attribut, il concerne le seul support de végétation. Donc on a estimé le type de sol et on aurait voulu estimer le taux d'humidité. Mais pareil, avec du Pléiade, c'est impossible d'estimer le taux d'humidité. Et même par satellite tout court, il y a peu de satellites qui font ça. Ouais, puis juste pour ajouter, vu que c'est une photo à un instant T, en termes de pertinence et de priorité, c'était peut-être pas le truc le plus prioritaire, sachant que 3 mois après, on n'a plus la même valeur. Oui. Et dans le type de sol, c'est vrai qu'on aurait pu décrire un peu plus. Là, on a uniquement déterminé le type de sol sous les arbres et sous les arbustes, et on a uniquement discriminé sol végétalisé de non végétalisé. Mais on aurait pu aussi chercher un peu plus dans ce que tu disais ce matin sur le type de sol, plutôt par rapport à l'infiltrabilité, etc. Bon, ça, on n'a pas cherché non plus. Donc là, on s'est aussi appuyé sur les images d'hiver. Donc, on prend uniquement le NDVI hiver. Et si le NDVI est très bas en hiver, c'est que le sol est non végétalisé. S'il reste quand même supérieur à 0,3, c'est qu'il reste végétalisé. Voilà, et enfin le paysage. Donc le paysage, c'est ce qu'on a calculé juste avant. Je ne vais pas revenir dessus. Donc on s'est arrêté ici au niveau 1, mais par la suite, on aimerait descendre plus bas. Voilà, donc voilà tous les attributs qu'on obtient au final. Et ils sont donnés dans la table attributaire de la couche vectorielle. C'est ce que je voulais montrer juste après. Donc ça, ce sont les résultats que j'ai montrés ce matin. Un extrait sur Nancy des résultats, donc avec les 9 catégories de végétation qu'on obtient avec Green Urbansat. Donc arbres isolés, arbustes isolés, alignement arboré-arbustif, boisement arboré-arbustif et culture et prairie pour la classe herbacée. La table attributaire, donc qui contient tous les attributs présentés juste avant. Et un exemple sur un polygone spécifique. Donc, quand on clique sur le polygone, on a toutes ces valeurs-là qui apparaissent, tous les attributs. Voilà. On peut prendre un petit moment pour les questions. Une question sur la photographie en hiver. Oui. Si le sol est enneigé. Alors, on demande aux producteurs de la donnée de ne pas... Ah non, on demande explicitement à ne pas avoir d'acquisition s'il y a de la neige, parce qu'effectivement, là, on ne peut rien en faire. Oui. Moi, je pense aux zones montagneuses, par exemple. Je pense à la réplicabilité. Ah oui, si on réplique sur une zone... Oui. Si on est en montagne, il y a une montagne. Oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Si on exclut le... Oui, mais s'il neige tout l'hiver, voilà, ça va être compliqué. S'il y a de la neige, on fait l'année qui suit. Ouais. Est-ce que la végétation survit sous la neige? Oui. S'il neige tout l'hiver? Ça dépend de quelle végétation. Oui. Oui. Si tu peux pas mettre tout l'hiver, c'est pas savoir si c'est neige sur route ou neige sur herbe. En montagne, tu peux pas appliquer les prairies, les montagnes, tout ça. Ouais, avec le vote, tu peux pas l'appliquer. Tu végétatif après. Pardon? Non, je dis, tu le fais l'année d'après quand tu as des bonnes conditions d'acquisition. En fait, oui, c'est ça. Tu fais une photo à un instant T, tu cherches le moment propice, que ce soit en été ou en hiver. Hein. Oui. C'est pareil, les photos d'été, tu choisis, il ne faut pas que ça soit cramé. Donc, oui. On se met plutôt en juin, mais en juin, c'est pas tout le temps bien. On n'en a pas parlé, mais il y a souvent des nuages. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on définit quand on commande une image. On peut mettre le seuil maximal de nuages accepté. Parce que s'il y a des nuages, on ne peut rien faire du tout. Oui. Il y a combien du coup ce seuil pour l'hiver? Je n'ai pas l'ordre, la valeur en tête. Qu'est-ce qu'on met généralement? Moi, en général, on met 5%. C'est bon. Pas prendre de risque.
Parce qu'en fait, les nuages, ils peuvent être. Oui, il ne faut pas. Pas 0, mais on met 5%. Oui, si on a une zone assez petite, c'est faisable. Si on est juste sur une ville, c'est faisable. Ouais. Quand si tu regardes une région, si tu mets 5%, vous attendez l'anticyclone. Oui. La patience, c'est là. Le problème, c'est que la progression n'était pas le jour avant non plus. Quoi. Bah là, si tu regardes par la fenêtre, aujourd'hui, il n'y a rien. Enfin, on voit rien. Le satellite, là, il ne donne rien du tout. Et en fait, c'est très souvent. Vous commandez combien de jours avant? Ça dépend des périodes. En hiver, ça va assez vite. En quelques jours, on peut avoir l'acquisition. En été, il vaut mieux prévoir 1 mois ou 2 en avance quand même. Mais la prise d'image est flexible, c'est-à-dire... oui, tu peux dire... On peut donner une fourchette. Tu ne peux pas donner un jour précis parce que ce serait trop compliqué pour leur programmation. Mais tu peux donner une fourchette. Par exemple, je voudrais que ce soit au mois de mai, au mois de juin. Et tu as plusieurs photographies ou tu en as... Si tu en commandes plusieurs, tu en as plusieurs. Si tu en payes qu'une, tu n'en as qu'une. Parce qu'on pourrait très bien se dire, j'en commande 5 et puis je prends la meilleure comme au photomaton. Non, c'est pas ça. Pléiade est un satellite qui est à 40% militaire, donc ils sont prioritaires sur les acquisitions. Il y a un facteur dont on ne parle pas beaucoup aussi, c'est l'angle d'incidence. C'est hyper important par rapport aux ombres portées. Plus on doit être incliné, plus on va avoir des ombres. On prend le mois de juin justement pour ça, pour être... Pour les ombres des bâtiments. Du solstice. Oui. Oui, mais tout dépend de l'heure d'acquisition. Là, c'est un héliosynchrone, c'est-à-dire tous les jours, il va passer la même heure au-dessus de, par exemple, au-dessus de Paris, ça va être 11h, 11h30. Ça ne top non plus l'été par rapport au... Oui, après, il a une fauchée où il peut balayer quand même. Même si héliosynchrone. Je crois que l'heure la plus tard et la plus tôt qu'il peut prendre. Parce qu'il peut s'incliner de 30-40 degrés. Et des pointages, oui. Et quand il se dépointe, est-ce que vraiment son heure, je pense que son heure locale, elle est tout le temps autour de 11 heures. Oui. C'est pour ça que c'est mieux en été, il n'y aura pas d'ombre. Oui, mais même en été, on a quand même un petit peu d'ombre. Ah oui, c'est le 11 heures légal ou solaire? C'est 11 heures UTC, ouais. Solaire. Ce qui fait... Oui, c'est pareil, non? Pour nous, c'est pareil, mais ça fait 13 heures pour nous. Okay. Alors, ça fait 13 heures en été et 12 heures en hiver. C'est ça. Justement, vous parlez des images stables. Je me demandais, vous utilisez des images à quel niveau de traitement? Est-ce qu'ils sont postés, juste bruts? Non, on prend pas les bruts, on prend les orthos, pan-sharpened, le niveau le plus traité, quoi. Et parce que, par exemple, pour Sentinelle, le PTF est des niveaux... Oui, alors pour Sentinelle, pareil, on ne prend pas le niveau. Oui, on prend le niveau. Est-ce que vous êtes là, du coup, plutôt sur le niveau 1C ou 2? 2, ouais, niveau 2, ouais. On prend toujours ceux qui sont les plus traités parce que nous, on ne fait pas tous ces traitements-là. Il y a des gens qui sont spécialistes de ça, qui le font très bien. C'est du travail, c'est du travail après. C'est un métier, hein, donc, ouais. Il y a un masque de nuages et tout ce qui va... Alors, pas sur Pléiade, mais sur Sentinelle 2, oui. Sur Pléiade, il n'y a pas de masque de nuages. Mais de toute façon, on commande une donnée sans nuage. Donc on n'a pas de souci. Pas d'autres questions? Non, mais c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si c'était une question, ta question. Pas de question. J'ai une introduction un peu générale, mais c'est... Oui. Oui, pas de souci. Pour faire un chantier comme ça, vous avez commandé des images Pléiade à été-hiver? Alors, on en a même commandé à chaque saison. À chaque saison, ouais. Parce qu'on voulait voir si c'était intéressant d'en avoir une à chaque saison. Finalement, été-hiver, ça suffit. Et puis surtout pour les métropoles, ça fait que 2 images à acheter plutôt que 4. C'est pour la métropole de Nancy, vous avez fait ça? Oui, projet Green Urbansat, c'est que sur la métropole de Nancy. Mais le but, c'est que ce soit réplicable ailleurs. Voilà. Mais notre territoire d'études, c'est la métropole de Nancy. Ouais. Partie validation, je vais passer la parole à Franck. Sur le chat, il n'y a pas de questions non plus? Apparemment pas. Alors, est-ce qu'on voit toujours mon écran là-bas? Ok, c'est juste que...
la présentation. Elle est lourde peut-être. Il y a une image de deux peut-être. Non, mais elle n'est pas plus grande que la mienne, donc ça devrait passer. Tu l'as pas ouverte chez toi? Non. Peut-être que je suis plus connectée, je ne sais pas si ça va faire. Ok, alors je vais passer en grand écran. Benjamin, tu pourras me dire si on voit le grand écran? Super, merci. Merci. Attends, je te mets le bazar. Du coup, bah voilà, la validation quantitative et qualitative. Alors la qualitative, on ne la verra pas vraiment aujourd'hui, puisque du coup, c'est une analyse un peu plus poussée de la donnée. On sera sur la quantitative. Donc du coup, le sommaire, visualisation des résultats de GUS, comparaison de GUS avec les produits existants, comme on a dit ce matin avec les produits Copernicus, et la validation quantitative. Juste parce que, on n'était pas là ce matin, Franck, c'est un stagiaire géomatique, géo qui est là pour 2 mois chez nous, sur ce sujet-là de validation. Voilà, pardon. Donc du coup, là, on a la couche GUS que j'ai reçue pour validation. Donc du coup, là, je l'ai classée simplement en 3 catégories avec arboré, arbustif et herbacé pour pouvoir un peu visualiser les résultats. J'ai fait un beau diagramme qu'on ne voit pas forcément très bien sous le petit navigation. Donc du coup, voilà, on sait que GUS apparemment est un peu optimiste sur la végétation, comme on a dit aussi ce matin. Donc on a 71% de, peu plus de 71% de végétation repérée sur la métropole du Grand Nancy. Et donc voilà, quoi. Donc, on a une répartition de 48 d'herbacées, 48 d'arborées et 3,5 d'arbustifs. Là, on voit que l'arbustif est un peu sous-représenté déjà. On verra après que ça continue un petit peu à avoir cette petite tendance, mais c'est simplement pour visualiser un petit peu qu'est-ce que GUS produit, voilà, directement. Donc là, c'est une petite carte en plus où je fais une densité de végétation par commune. Bon, pour la validation, ça ne sert pas à grand-chose, mais bon, en tout cas, c'est joli. Donc voilà, on va passer. Hop là. Et donc, du coup, là, on a les produits Copernicus. Alors, on a le Street Tree Layer, le STL. Donc, du coup, à la base, c'est une couche vecteur, ça. Et Copernicus communique pas vraiment sur quelle image satellite à partir de laquelle elle a été faite. Donc, du coup, c'est du Pléiade, COMSAT, Spot 6. On sait que c'est entre 2 et 4 mètres et que ça date de 2018. Et donc, sur le Street Tree Layer, donc du coup, la végétation en zone urbaine, ils obtiennent ceci. Donc, on va le comparer après avec GUS. Et donc, on a ça. Et donc, ouais, tu l'as dit rapidement, mais c'est que la végétation en zone urbaine. Voilà. Toute la forêt n'apparaît pas. Voilà. Le Street Tree Layer, c'est que sur la zone urbaine. Et donc, elle n'apparaît pas parce que, bon, du coup, ils ont un autre produit qui s'appelle le Tree Cover Density. Alors là, on ne voit pas en évidence que c'est une carte de densité parce que ce que j'ai voulu récupérer, c'était les surfaces. Et donc, eux, par contre, du coup, ils passent sur toute l'image satellite pour récupérer toute la végétation arborée. Le seul truc, c'est que c'est du Sentinel à la base. Donc, du coup, on a encore sur une autre image satellite. Et donc, du coup, après, il y a le Grassland aussi. Là, c'est l'herbe. Et pareil, image Sentinel 2 de 2018. Et on a ces pourcentages. Donc ça, c'est des produits un peu existants qu'il y a sur le marché. Et c'est ce avec quoi j'ai voulu positionner un petit peu GUS, même si la comparaison n'est pas forcément la plus pertinente dans le sens où les images du dessous ne sont pas forcément de la même année et que les produits ne répondent pas forcément aux mêmes besoins. C'est que de la prairie ou c'est aussi des surfaces agricoles? Mais justement, eux, ils le définissent comme les prairies et les terres herbeuses. Mais de toute façon, voilà, c'est leur couche, mais elle est très peu pertinente. Donc du coup, la comparaison, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris chez GUS l'arboré et l'arbustif, et j'ai pris chez Copernicus le STL et le TCD, où j'ai fait une différence entre les deux pour pouvoir un petit peu avoir une carte un petit peu cohérente. Et le résultat, c'est que sur une année différente aussi, on a 37% de surface pour GUS, et 30% pour Copernicus. Alors, on sait que GUS est un petit peu optimiste sur la végétation, mais on peut dire aussi que pour le coup, c'est un petit peu optimiste aussi Copernicus, puisque la différence entre un raster à l'origine, une couche raster, et puis après une couche vecteur, fait qu'à mon avis, c'est un peu surestimé les 30% de Copernicus. Donc voilà ce qu'on peut avoir sur la comparaison entre Copernicus et puis GUS sur l'arboré et puis l'arbustif. Là. Et forcément sur l'herbacé, du coup, là c'est carrément, on voit qu'à mon avis il en manque sur
Copernicus, puisque du coup, voilà, c'est pas très pertinent. C'était pour comparer un petit peu et faire un état de ce qui était disponible sur le marché. Donc du coup, pour commencer la validation, j'ai repris un travail qui avait été entrepris par Nicolas, un autre stagiaire du CEREMA. Il a défini des zones pertinentes et on va commencer à les comparer à la réalité. Donc du coup, là, le cimetière, 10 000 m². Là. Et là, on peut comparer encore plus en détail ce que nous fournissait le tree le cover density en arboré, donc à la base sur du Sentinel, pour ça qu'on est en pixels, et à côté le STL, donc du coup la végétation en zone urbaine, en bas à gauche GUS, et en bas à droite la photo-interprétation. Donc là, on voit que finalement, les produits Copernicus ne sont pas adaptés à la demande du projet, mais nous, si on compare la photo-interprétation avec ce que produit GUS, on a des résultats qui sont assez proches. Sur cette partie-là, GUS s'est bien débrouillé. Et donc, du coup, on a une belle comparaison de ce qui a été fait automatiquement et ce qui a été labellisé à la main. Là, alors, du coup, on voit plus en détail un tout petit peu voilà. Le petit défaut qui avait été cité ce matin, c'est-à-dire la tendance à GUS à labelliser les bords, par exemple, des boisements dans une autre classe. On avait parlé de l'arbustif, mais ça marche aussi des fois pour l'herbacé. Donc, du coup, il continue à le faire. Et à droite, on voit une photo-interprétation qui a été réalisée, par contre, sur une orthophoto de 5 cm, une image aérienne. Voilà, c'est pour se rendre compte un petit peu de la réalité ce que pourrait produire GUS éventuellement si jamais il serait appliqué sur d'autres images. Donc du coup, on va avoir 5 zones un petit peu en détail. Si je vais trop vite, vous pouvez me le dire, mais si jamais, voilà. Là, zone 2, urbain dense. Alors là, du coup, on n'a plus de TCD, puisque Copernicus, il n'y a pas de données. Donc, enfin, le TCD Copernicus, il n'y a pas de données. Et donc, on est sur le STL, GUS, c'est la photo-interprétation. Donc là, on va avoir à peu près la même tendance de GUS à interpréter les bords des boisements de façon un peu erronée, mais les valeurs sont proches d'une photo-interprétation. Donc là, c'est pas trop mal. On va voir plus en détail juste ici. Zone 2, même défaut que tout à l'heure. Les parties basses d'un boisement a tendance à être classées en herbacées, encore une fois. Et à droite, pareil, la photo-interprétation sur l'image plus précise, pour se rendre compte de la réalité, mais c'est simplement pour un truc informatif. En fait, là, c'est parce qu'elles sont à l'ombre. C'est pas tout à fait le même problème que les bordures. Ok, d'accord. Okay. Les bordures sont classées en arbustif à cause de la hauteur. Ouais, et là, c'est l'ombre. Et là, comme c'est l'ombre, la texture est classée en herbacée. Là, zone 3 résidentielle. Alors là, on n'a carrément pas de données chez Copernicus. Sur leur couche, il n'y a pas ni d'herbacée, ni d'arboré qui apparaît. Et nous, on voit, voilà, du coup, là, la difficulté un petit peu de GUS, c'est que du coup, l'arbustif, là, n'est pas repéré. On est dans les haies des maisons, ou dans des alignements d'arbustes, en théorie, et on voit bien que la photo-interprétation a été assez facilement réalisée, où on voit tous les arbustes ressortir, alors que sur GUS, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est la même zone plus en détail, donc j'explique ce que je viens de dire. Et on voit la zone voilà, à la base sans le masque. Et on voit bien voilà, cette petite tendance, une zone résidentielle, beaucoup d'arbustes, et là, GUS n'a pas détecté. Le parc, le zone numéro 4. Donc du coup, là, on a le GRA, le Grassland de Copernicus, qui nous produit cette couche d'herbe qui n'est pas très pertinente. Le STL, donc pareil, il repère l'arboré. Il n'y a pas de tree-cover density sur cette zone? Non. Ah oui. Et donc GUS. Donc GUS, voilà, GUS c'est la photo-interprétation. Là, on va voir la petite aussi remarque qui a été faite ce matin, c'est que le fait de prendre la végétation de façon un peu optimiste, un peu large, ça déborde un petit peu sur les routes et les chemins, particulièrement quand ils ne sont pas larges. Et donc du coup, là, on voit déjà une première mise en évidence de ce phénomène. Sinon, à peu près ça, c'était pas si mal. Donc, on le voit en détail, comment était la photo d'origine.
Là, on est sur du chemin avec plutôt du sol nu. On verra que dans la photo d'après, ce phénomène se reproduit même quand ce n'est pas du sol nu. Il suffit simplement que le chemin soit étroit et que la végétation elle soit un petit peu trop optimiste, et d'un seul coup, le chemin disparaît. C'est ce qu'on va voir ici, au bord de cours d'eau. Donc du coup, là, j'ai fusionné le GRA et le TCD parce que, pour des problèmes de place sur la diapo, en fait. Mais bon, voilà, on voit que ce n'est pas pertinent, le produit Copernicus, pour le projet. Le STL, il commence à avoir certaines limites. Et GUS, à la base, n'est pas si mal, mais il englobe directement le chemin qu'on ne voit pas très bien ici, mais qu'on verra un tout petit peu mieux ici. Bon, la photo est très sombre, hein, c'était le but aussi de travailler GUS sur des parties moins évidentes. Et on voit encore une fois un chemin étroit, qui cette fois est en bitume, par contre, mais qui n'a pas été repéré. Donc du coup, maintenant, la validation quantitative. Alors pour ça, on a fait un tirage aléatoire. On a créé un échantillon et donc du coup on a obtenu à peu près 682, mais on a tiré 700 points pour pouvoir vérifier tout ça. Là. La matrice de confusion, qui n'est pas forcément parlante comme ça, on voit un petit peu là où ça vise juste, ça vise pas juste, on va voir un plus beau graphique après. La première matrice de confusion, le premier modèle, il a été effectué sur 9 classes, donc du coup on a tiré les points en prenant en considération directement arbuste isolé, arbre isolé, prairie, alignement arboré, alignement arbustif et culture, boisement arboré, boisement arbustif et autres. Donc du coup, on va voir comment se débrouille l'Angus. Donc du coup, on a un graphique qui est assez parlant. On voit bien que en arboré, en herbacé, en autre, c'est une catégorie à part, c'est pas trop mal. Arbustif, arbuste isolé, s'il est si bas, c'est tout simplement ce qu'il n'y avait pas dans l'échantillon. Donc du coup, c'est un petit peu faussé. Mais on voit quand même que c'est là où Gus est un petit peu plus faible, c'est pour la détection arbustive. Excuse-moi, j'ai pas compris. Quelle était ta vérité terrain? Ouais, voilà. La quoi? Quelle est ta vérité terrain à laquelle tu compares tes échantillons? Enfin, c'est photo-interprétation. C'est toujours voilà. Et du coup, juste une mini-question sur la photo-interprétation, c'est qu'à partir de Pléiade où il y a le MNH? Non, là, c'est qu'à partir de Pléiade. Pour savoir qu'est-ce qu'on qualifie d'arbustif ou pas, c'est à vue. Comment tu fais Alors, c'est qu'à partir de Pléiade. Après, on a une photo plus précise pour essayer de nous aider un petit peu. Mais la première. La photo aérienne de 5 cm. La de Géo. Voilà. Okay. Il n'y a pas de hauteur. Non, il y aura une deuxième validation, apparemment, un petit peu, on ira un peu plus loin pour justement vérifier la hauteur. Mais pour cette première, ce n'est pas le cas. Mais du coup, pour différencier arbuste d'arbre, là, c'est vraiment ton œil sans le MNH. D'accord, c'était juste. Mais avec quand même une orthophoto, enfin une photo aérienne de 5 cm. Oui, sur une photo aérienne, c'est quand même plus. Pour comparer, quoi. Si l'arbuste existe en fait sur Pléiade, il est vérifié automatiquement sur la photo aérienne Grand S à 5 cm. À 5 cm, on peut, je pense. Est-ce qu'il y a je ne suis pas expert en télédétec et puis aux méthodes photo-interprétation, mais il n'y a pas des double checks normalement. Est-ce que vous mettez ça en place? C'est une théorie oui fait. C'est génial. Il faut au moins 3 valideurs et puis faire une moyenne en théorie. Il faut une grille. Tu vas avoir un truc, oui, ben là c'est une question de temps et de non, c'est pour savoir vraiment. Tu as raison sur la méthode et sur le principe, c'est ce qu'on aurait dû faire. Mais étant donné que ton stagiaire Nicolas, donc, on a oublié de dire au début, mais il y a un autre stagiaire en géomatique côté Nancy. Qui nous suit là? Qui nous suit. Bonjour Nicolas. Du coup, c'est lui qui avait fait la photo-interprétation des 5 zones que Franck a présentées avant. Par contre, là-dessus, c'est des points tirés aléatoirement sur lesquels Franck a fait la photo-interprétation. Et peut-être qu'on pourrait faire une validation croisée avec Nicolas. C'est possible. Enfin, c'est envisageable en tout cas, parce que je pense que, voilà, typiquement identifier un arbuste, c'est très photo-interprétation dépendant, j'imagine. Non, puis les erreurs, c'est pas évident. Hein. Oui, puis c'est pas évident. C'est un travail informatif. Oui. Donc voilà. C'est pour avoir une idée, c'est sûr. Après, là, il l'a fait il y a. Là, c'est la méthode. Tu l'as fait il y a moins d'une semaine, ça. C'est ça. Oui. Ouais. Non, c'est juste pour savoir. Et donc, attends, juste, si tu peux revenir sur. Du coup, il n'y avait pas d'arbuste isolé dans les points tirés. Dans l'échantillon, non. Et ça, il n'y a pas moyen de le forcer? Non. Comment tu peux? Pas tellement pas fait quand même. Pour un truc. Pour tirer un peu plus d'échantillons, là, je sais pas. Ouais. Après, on peut simplement vérifier un pourcentage
d'arbustes isolés qualifiés par GUS directement pour vérifier, simplement. Et là, le nombre de points tirés, c'est combien? 700 en tout, à peu près. Et ça, c'est pourquoi 700? C'est la méthode. C'est la méthode, ouais. La méthode statistique qui, en fonction du nombre de classes que tu vérifies et en fonction du pourcentage de la classe la plus près de 50%. C'est ça. D'accord. Donc ça, c'est des statistiques, je ne me demande pas pourquoi. C'est ce que nous ont dit les chercheurs en statistique, peuvent utiliser cette méthode-là. Et ça te donne un nombre de points à tirer qui est représentatif de ce que tu peux avoir. Mais 700 points, c'est peu importe le territoire? Non, c'est eux qui votent. Ouais, c'est vrai que le territoire. Parce que sur une ville ou sur un pays, tu prends 700 points? Voilà. C'est la théorie, après, j'en sais rien, mais voilà. C'est la théorie statistique. C'est fait Non, mais je connais. par Laurence. Moi, je ne suis pas spécialiste du domaine non plus, mais voilà. J'ai été aidé par des spécialistes qui nous ont dit que c'était comme ça que ça marchait. Et le tirage de points. Ok, très bien, merci. Donc voilà les résultats. La précision, le rappel et puis le L-score. Donc, du coup, ça répète un petit peu ce qu'on vient de visualiser. C'est la classe arbustive qui est un petit peu plus faible. Et donc voilà, donc on va le voir encore plus. En fait, le fait qu'il n'y ait pas eu d'arbustes isolés, ça a un peu faussé finalement, je pense, le résultat. Il fallait se représenter, c'est ce que je dirais à la fin. Oui, mais même sur les autres, sur les arbres, sur les alignements d'arbres, les boisements arbustifs, c'est pas. Après, et encore pareil une fois, sur les cultures aussi. En fait, les cultures, c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Je me suis retrouvé avec des cultures en ville. Donc, du coup, les erreurs viennent simplement de ça, quoi. Parce que le pourcentage d'arbustes ne doit pas être important. Si tu contrains la méthode de tirage de points à aller sur plus d'arbustifs, tu forces complètement, si tu veux, ton tirage de points. Donc, par rapport à la méthode sur l'ensemble, si tu veux, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, voilà. Mais je comprends. Après, on peut avoir plus de points. Après, tu peux faire plus de points. C'est le minimum. Pour valider la méthode, c'est minimum 700. Après, tu peux monter. Voilà. C'est juste plus de travail derrière les temps d'interprétation. Non, mais là, on voit que les résultats de GUS sont quand même pas top sur les cultures et tout ce qui est arbustif. C'est ça, c'est ce qu'on verra après justement, puisque du coup, on a, là, c'est les résultats du CAPA et de l'accuracy sur les 9 classes. Et juste pour remettre en contexte, parce que une nomenclature un peu théorique qu'on a établie, il faut questionner ce qu'on met derrière les formes végétalisées. Un arbuste isolé, généralement, si on parle d'arbustes qui sont sur pied, en gros, dans cette catégorie, on a soit les jeunes arbres, soit vraiment quelque chose de mieux qui est, on va dire, ancré au sol. En général, ça se retrouve jamais de manière vraiment isolée, minimum en haie ou en alignement, mais c'est très rare d'en avoir des isolés. Donc, ce qu'on pourrait trouver, c'est des jeunes arbres, pour reprendre la définition, dans l'arbuste, qui sont à moins de 3 mètres, du coup, isolés, ça arrive assez peu. C'est logique. Enfin, de en avoir, qu'on tire 700 points. Moi, je ne suis pas assez dans la réflexion pour répondre, mais le fait qu'ils soient un peu optimistes au niveau de la végétation, ce qui a été plusieurs fois, on va dire, indiqué ce matin, me fait penser qu'en fait, c'est la classe arbuste isolé, arbre qui trinque, en fait. Parce qu'en fait, on voit souvent des arbres qui sont un peu éloignés et qui se font englober ou pas par les autres, alors qu'un photo-interprète va dire que c'est un arbre isolé, par exemple. En fait, elle vient simplement de là, l'erreur. En fait, c'est pas une erreur dramatique, mais c'est le fait qu'ils surestiment un boisement et donc, du coup, les arbres isolés à côté se retrouvent. Il faut savoir après si jamais le photo-interprète décide de se dire voilà, si l'arbre isolé est à moins de 30 mètres du boisement, d'un seul coup, il rentre dans le boisement. Voilà. Il faut garder les critères qui ont été déterminés sur le référentiel, c'est-à-dire la photo-interprétation respecte les critères de distance. Alors après, ça remet en question les critères qui ont été déterminés. On a souvent remis en question le côté, la tranche de séparation entre arbuste et arbre, avec les 5 mètres, l'arbre forestier, l'arbre urbain, on est revenu, voilà. On va re-questionner peut-être ça aussi. Et donc, du coup, la même chose, mais simplement avec les 4 classes, du coup, on élimine la sous-classe d'alignement et de regroupement, on est en arboré, arbustif, herbacé. Les scores là, du coup, se déroulent très bien, sauf encore une fois l'arbustif qui est un tout petit peu moins bonne. Mais voilà. Donc, du coup, on a ces résultats-là.
Et voilà. Super. Merci beaucoup. Les chiffres sont plutôt bons, hein, je sais pas. Pas si mauvais. On peut revenir un peu sur les Oui, chiffres. Comment tu fais une performance globale à partir de ça? Tu le pondères en fonction du nombre? J'utilise un algorithme qui fait tout. Du coup, à la fin, j'ai la précision, le rappel, le score et puis j'ai mis la définition. Mais à la fois global et à la fois par classe? Bah, ouais, d'accord. Le score global, il va être tiré par le haut s'il y a très peu d'arbres de toute façon. Ce qui n'est pas choquant. Oui, c'est ça, en fait. Ouais. Est-ce qu'après, si. En fait, la question, c'est à quoi ça va servir cette carte pour ici. Là, on descend assez bas dans les niveaux de détail, c'est quelque chose de super, de travail. Mais derrière, ils l'utilisent comment Alors, on en a parlé ce matin. L'idée, c'est d'avoir une description fine pour faire une bonne évaluation environnementale de services rendus sur des thématiques climat, hydrologie, socioculturelle, etc. Le fait d'avoir cette discrimination-là est importante pour pouvoir le faire avec les outils qu'on développe. Peut-être pour compléter sur ce travail-là, le travail de Nicolas qui nous suit en visio, qui a été en 2 fois. Donc il y a eu un travail qui a été fait, parce qu'on parle de validation, mais on est à cheval sur de la confrontation-validation. Donc là, on a fait quand même pas mal de confrontation avec des données. Donc, il y a eu un travail de Nicolas avant sur la partie photo-interprétation, le travail de Franck là, vraiment sur une approche statistique un peu globale qui est intéressante avec le tirage aléatoire qui vient de sortir. Et sur la dernière étape du travail de Nicolas qui est revenu donc à Nancy, on va faire vraiment un travail, essayer de le faire au mieux, de validation avec du relevé de terrain. Donc quand on parle de vérité terrain, on va essayer de le faire sur des zones équivalentes aux zones qui ont été utilisées pour la photo-interprétation. Et avec comme valeur ajoutée, non seulement de se confronter à ce qui est l'arbre ou la forme végétalisée sur place, mais aussi aux aspects de hauteur. Parce que là, on fait beaucoup de choses par rapport à de la surface, en termes de confrontation. L'idée aussi, c'est d'aller chercher les vraies hauteurs des arbres, ou les données les meilleures qu'on a aujourd'hui pour confronter, c'est de la donnée LIDAR, etc., qui est aussi perfectible finalement. Donc, voilà. Retravaille sur les aspects surfaciques jusque-là et travaille sur les autres attributs à venir avec du relevé terrain qui ne sera pas complet puisque ça demande du travail sur cette partie. Super, merci. Juste un point là, donc ce qui est autre, c'est tout ce qui n'est pas de la végétation. C'est ça. Donc du coup, c'est ça aussi qui tire un peu vers le haut, non, les performances? Parce qu'il y a sûrement beaucoup de points qui tombent ailleurs que de la végétation. Il l'a mis en classe séparée, normalement. Au tout début, j'avais fait une première approche où justement, je tirais mes points que dans la végétation trouvée par Gus et pas dans le autre. Mais du coup, les méthodes auxquelles j'ai eu accès, donc j'ai dû m'inspirer des anciens du CEREMA, mettre une classe autre pour tirer les points. Donc, du coup, moi, je me suis basé sur la méthode traditionnelle. Mais c'est vrai que prendre une approche, je trouve ça plus pertinent de tirer les points que dans la végétation, même si bien sûr ça exclut évidemment les erreurs entre végétation. Les points positifs et les points négatifs. C'est pour avoir les points positifs et les points négatifs. Mais du coup, on perd beaucoup dans la profondeur finalement de l'échantillon, parce que dans. Je sais pas. Si on peut. De tirer que dans la végétation, pour ne pas être pollué par trop de points qui seraient autres. Mais après de rationaliser avec cette approche. Où tu évalues 2 fois, tu évalues ta capacité à détecter la végétation en 2 classes, végétation ou autre, et dans ta végétation seulement, ta capacité à classifier. Ça serait, du coup, tu aurais 2 scores, un score de je détecte la végétation ou pas, et un score je sais la classer. Je pense que ça serait plus pertinent. Oui, ça ne veut pas dire que ta classification elle est mauvaise. Si tu n'as pas coté, ça veut dire que ton masque. Et je pense que ça, c'est directement calculé. Quand tu fais précision, rappel et F-score, je ne sais jamais lequel est lequel, mais il y en a un, c'est les faux positifs et l'autre, c'est les faux négatifs. Oui, mais là, ça peut être que tu penses avoir détecté un arbuste et en fait, c'est un arbre, ou alors tu penses avoir détecté la végétation et en fait, c'est de la route. Enfin, c'est encore différent. Moi, je trouve que les 2 approches sont complémentaires. Ça peut creuser le sujet ou pas, en fonction du temps. Ok. Ouais.
En fonction du temps, après, il y aura sûrement... Oui, ça, on peut en parler peut-être. Du coup, je vais en dire 2 mots. En fait, c'est simplement de voir si les données de GUS répondent à la norme ISO 19157. Donc, du coup, c'est de pouvoir qualifier les données, la cohérence logique des données, l'exhaustivité, la précision thématique, la précision de position et la qualité temporelle. Donc, je commence juste cette validation-là. Donc, du coup... il te reste quand même 1 mois. Voilà, c'est ça. Ça va, en un mois, tu as déjà fait tout ce que tu nous as montré. Mais c'est vrai que ce que dit... pour tirer... Parce qu'en fin de compte, moi, visuellement, la méthode tirée de la stratégie d'échantillonnage des données de terrain intégrées dans l'analyse des images satellitaires de Marie-Laurence Kiersmaker fait que finalement, ça fausse un petit peu parce qu'il y a beaucoup de points tirés dans le autre. Je pense que ça, c'est combien? 200 à peu près 200. Oui, qui statistiquement correspond à la de végétation. Ça. Et tu fais le travail. Juste comme ça, si tu as déjà l'idée, il y a des priorités par rapport aux thématiques ou tu vas les affronter? Non, il faut que les données de GUS répondent à ça. Donc on va faire en sorte que... Je crois qu'on avait dit que le côté temporel, on le mettait un peu de côté parce que nous, on sait très bien qu'on est à tenter et que... Oui. Sinon, le reste, il va falloir évaluer un petit peu tout ça. Mais bon, comme il disait, là, c'est... Voilà. Et puis après, on a des pistes. S'il s'ennuie à la fin, parce qu'il va trop vite, on a des pistes pour le bien travail. Pas de souci. Du coup, je ne sais pas si tu vas en parler après, mais c'est quoi le lien avec les indices de confiance? Ça, on n'a pas du tout attaqué. Hein. Ok, donc il n'y a pas de lien. Là, le temps, l'intérêt, ce serait de creuser un peu comment calculer et qualifier déjà les indices de confiance, parce que ce n'est pas évident. Donc oui, s'il a du temps, peut-être que ce sera fait. Mais sinon, ce sera plus tard, parce que clairement, c'est quand même une tâche assez ardue. Il n'y a pas des choses qui peuvent être directement... Enfin, peut-être. Par exemple, tu as 3 critères qui peuvent être liés aux indices de confiance, peut-être se concentrer sur cela pour pouvoir documenter l'observatoire avec les indices de confiance plutôt que tout avoir sur la partie normée et puis ça sert. Oui, complètement. Je sais pas. Non, mais complètement, tu as raison. Oui. Une question à distance. Sur la détection des cultures en ville, est-ce que c'est pas lié aux fortes températures du fait que l'herbe brille c'est possible différemment sur les NDVI? On n'a pas creusé le pourquoi du comment, mais oui, c'est fortement possible que du coup l'herbe en ville elle ait une saisonnalité qui soit prise pour de la culture. C'est certainement ça. Une saisonnalité inversée par rapport aux cultures classiques. Je ne sais pas, est-ce que vous arrosez un pelouse l'été ou pas? Des cultures d'hiver, des cultures d'été dans le... Non, mais par contre, il faudrait regarder la date du cliché. Oui. Parce que, alors je me souviens si c'est 22 ou 2023, mais en juin, on a eu une canicule. Oui. Et après, on a les sèches ces 2 années-là, c'est les 2 années. Effectivement, ça peut. Il y a aussi l'aspect gestion, Estelle, peut-être. C'est-à-dire qu'une gestion des cultures sur lesquelles on base notre apprentissage de détection, il y a un mode de gestion des agriculteurs qui est différent du mode de gestion de celui qui va faire son jardin, pour faire simple, en ville. Donc l'aspect même de la parcelle culturelle en ville et en milieu agricole l'aspect peut être complètement différent en fait, et on passe à côté. Oui. Parce que l'apprentissage se base sur quelque chose qui n'a rien à voir. Oui, et vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, pour compléter aussi par rapport à l'hypothèse d'un coefficient similaire de NDVI tout au long de l'année pour les prairies comparativement aux cultures, même l'hypothèse-là en milieu rural, je pense qu'elle est vraiment discutable si on fait la distinction entre prairies pâturées par exemple et prairies fauchées où on va avoir une évolution de la prairie de fauche de vert vers des jaunes très pâles ensuite. Et je pense que c'est peut-être, il y a quelque chose à creuser
là-dessous par rapport aux erreurs de détection. Peut-être que, parce que dans l'OZO, ils distinguent différents types de prairies, donc de cultures, pardon. Il y a les cultures d'hiver, cultures d'été. Il y a oui, en culture. Mais les prairies qui sont fauchées, les prairies qui sont pâturées, alors là, ça va être compliqué. Oui, mais du coup, si on enlève toutes les cultures, bah, on dit que le reste, c'est les prairies. Oui, oui, mais distinguer ces deux types de prairies. Non, ce ne serait pas nous directement. Juste pour comprendre, pour cette phase-là, vous avez fait tourner Yoda 2 sur la série Sentinel-2. Oui, c'est ça. Et en mettant quoi comme type de classification? Juste les cultures. Les cultures. Alors, j'ai regroupé plusieurs cultures. Je n'ai pas séparé les cultures. Hein, par le RPG. Et je ne sais plus ce que j'avais mis comme classe. J'ai peut-être mis. J'ai dû peut-être mettre que 2 classes. Tu as mis. Que 2 classes. J'ai pas mis tout ce qui est blé, tout ce qui est. Non. Je pense que tu avais tout regroupé. Mais, ça, je sais plus. Mais peut-être que justement, différencier culture d'hiver, culture d'été, ça serait déjà peut-être mieux. Parce que là, tout est regroupé en lui disant. Moi, j'avais tout regroupé, je crois. Là, peut-être ça. J'avais une question complémentaire par rapport à ces discussions, justement, c'est sur autant, on va dire, en ville, tout ce qui est végétalisé, il y a une certaine forme de constance. En milieu agricole, une culture peut, enfin, généralement, ça ne va pas dans ce sens-là, c'est plutôt les prairies qui deviennent des cultures. Et par rapport à la production d'un outil qui se base sur une imagerie à un instant T, même s'il y a une série temporelle, dans quelle mesure les couches, par la suite, elles peuvent être actualisées en fonction de l'évolution du territoire, en fait. C'est pas clair? Si, mais complètement. Mais après, l'outil, tu vois, l'observatoire concret à la fin, parce qu'on sait que la détection ne sera jamais parfaite. On assume le fait que les données avec lesquelles on alimente la méthode ne permettent pas de faire tout ce qu'on veut. On pourrait imaginer, dans un monde parfait, que l'observatoire que détient la métropole soit ouvert à du participatif. Et peut-être qu'en milieu urbain, quelqu'un pourrait aller documenter, alors avec des conditions de vérification, je ne sais pas moi, de quoi est composé, selon notre nomenclature, le jardin participatif dans lequel il a une parcelle. Tu vois, on pourrait imaginer ça pour corriger éventuellement des choses qu'on ne pourra jamais faire en détection. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je ne pense pas qu'on le fera non plus là incessamment sous peu, mais ça peut être des solutions. Oui, mais par rapport à cette question de jardin participatif, pour moi, finalement, c'est ça que vous... Oui, non, mais c'est un très bon exemple par rapport à ce qu'on vient de discuter. Mais en tout cas, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'un jardin participatif, il ne va pas évoluer d'un point de vue colorimétrique de la même manière qu'une culture. Si on les assimile à des cultures, ça risque encore plus de biaiser les résultats et on pourrait peut-être se poser la question d'une autre catégorie dédiée vraiment à la culture en ville parce qu'elle n'aura pas du tout la même allure que une culture. En apprentissage, on n'a pas cette donnée-là, de toute façon. Donc, c'est forcément avec le RPG. Le RPG, ce ne sera pas les jardins partagés. Ça serait après, ça allait voir sur le terrain. Là, pour le coup, c'est une donnée qu'on n'a pas. Oui, mais on pourrait donner des critères, on va dire, après de classification. Il y a le côté apprentissage, mais après, le côté classification avec peut-être, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, un jardin urbain qu'on décrirait en termes de culture, jardin cultivable, il obéit à une règle de surface peut-être maximum, de temps. Voilà, il pourrait y avoir d'autres critères que l'apprentissage pour déterminer, comme on fait pour les autres. Voilà. Et puis une adaptation de la nomenclature qu'on a établie comme ça. On l'a établie de manière théorique. On va essayer de développer une méthode qui permet de discriminer la végétation suivant cette nomenclature. Puis on a vu qu'on a dû réduire, que ce n'est pas parfait. Voilà, il y a ce côté rétroactif, je pense, sur la nomenclature établie qu'on se doit de revisiter en fin de projet, en tout cas de discuter. Je pense que... Oui, clairement. J'enchaîne sur la reproductibilité de la méthode. Bon, ça va reprendre un peu ce que j'ai dit ce matin, désolée, je me répète. Donc le but, ce serait de reproduire la cartographie GUS sur un autre territoire. Donc, les données nécessaires, c'est donc une image Pléiade printemps-été tristéréoscopique pour pouvoir dériver le MNS, une image Pléiade d'hiver, monoscopique suffit, là c'est juste pour différencier donc caduc persistant et le type de sol. On a besoin des données Sentinel 2 sur 1 an donc pour différencier prairie-culture.
Et on a besoin de données auxiliaires pour l'apprentissage, donc en France, BD Topo, BD Forêt, RPG, Street Reveilleur, par exemple. Et donc, les résultats sont moins qualitatifs sur des territoires avec peu de données auxiliaires, donc hors Europe principalement. Et une alternative envisageable pour l'étape de classification, c'est de faire du seuillage sur le NDVI. Donc, le code, comme on l'a dit, il est disponible sous GitHub. Il y a un fichier de configuration qui permet de régler les valeurs des seuils et des ratios et de mettre ces chemins d'accès, etc. Donc, le code, il n'y a pas du tout besoin de le toucher en dehors de ce fichier de configuration. Mais par contre, il y a des productions extérieures à faire, et donc là, il faut des compétences en géomatique. Donc, pour la classification supervisée, la production du MNH à partir du MNS Pléiade. Donc ça, c'est juste soustraction MNS et MNT. Pour le MNT, généralement, on prend le RGELT de l'IGN. Production des LCZ, le code est aussi dispo, je crois, sous Git. Le code de production des LCZ est aussi dispo sous Git, et pour ça, il faut une image Pléiade et... Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Mais après, de toute façon, il y a une production nationale. Après, la production nationale aussi qui sera déjà peut-être pas été ça. Pour Toulouse, pour. Pas forcément. La LCZ, c'est déjà fait sur Toulouse? Oui, c'est juste que ça va être mis à disposition d'ici quelques semaines. Oui, d'accord. Et puis pour les villes où il n'y a pas la production du CEREMA, il y a d'autres méthodes oui, tout à fait. Pour y arriver et pour détecter des piégages. La classification, on peut prendre d'autres classifications. Hein. Oui. Le CSGE, c'est disponible, ou autre. Hein. Oui, mais du coup, autant partir directement sur le CSGE final ou sur Cossière. Il y a beaucoup de tableaux qui ont des classifications locales. Oui. Des OCS locales. Oui, des bases de données locales, oui, tout à fait. Et donc, faire tourner la chaîne IOTA 2, ça c'est pour différencier prairie-culture. Donc, si on n'a pas envie de le faire, oui, IOTA 2 aussi, ça ira aussi. Ouais. Je veux dire, il y aura le zoo, pardon, qui peut remplacer aussi, comme on disait tout à l'heure. Pour prairie-culture, oui. Oui. Dans le tableau que tu avais montré ce matin, justement, ça fait le lien. Quand tu dis que c'est difficile pour les données d'apprentissage à l'échelle du monde quand on n'a pas le RPG, etc. Est-ce qu'on peut faire un échantillonnage à la main? Je veux dire, c'est prévu, on pourrait rentrer. Est-ce qu'on me dit qu'il me faudrait 200 échantillons d'arbustes et moi, je photo-interprète 200 échantillons d'arbustes? Tu vois, est-ce que c'est la motivation? Oui. On pourrait faire un module, apprentissage à la main. Je sais pas, enfin. Oui, à voir comment c'est fait dans le code, mais oui, c'est complètement possible. Donc, c'est réplicable, du coup, si on oui, on veut une mettre un petit peu. Oui, le but, c'est pas de faire comme ça, parce que si tu passes du temps en photo-interpréter, autant faire directement ta carte par photo-interprétation. Oui, ça dépend de la taille du territoire. On a l'impression que c'est gourmand, mais en plus, on a déjà une séquenciation ça va assez vite quand on a une segmentation. De sélectionner des polygones pour les labelliser. Quand on voit le temps que ça prend, peut-être de faire tourner le code. C'est des questions vraiment à poser, quoi. Et puis, en fait, nous, on n'interprète pas tout. Beaucoup d'impact. En fait, la qualité de la classif, ça vient essentiellement de la qualité de l'échantillonnage. Oui. Et nous, on fait de l'échantillonnage manuel. Ok. On ne prend pas les bases de données existantes pour faire des échantillons. En termes de végétation urbaine, c'est compliqué d'avoir des données vraiment fines et précises. On fait vraiment l'échantillonnage et ça ne prend pas une semaine de faire ça. Okay. On n'a pas besoin de. Franchement, on est quelques paires d'heures. Vous faites comment alors pour l'échantillonnage manuel? On le fait par photo-interprétation. Mais sur des photos de quelle résolution Sur celle qu'on a segmentée, on fait toute la partie segmentation et puis après on superpose les segments et on sélectionne les échantillons. Ces segments-là, c'est arbre, on les met dans une couche arbre. Il faut avoir quand même une image Pléiade, puisque là on voyait le cas dans le travail de Franck où il a besoin à côté aussi on a de résolu pour déterminer si vous l'avez à côté. Et là, il y a la question de la réplicabilité, peut-être France, Europe, enfin Europe, monde. C'est vraiment ça qui fait la qualité. Finalement, des fois, sur la tête, je suis sur tel détail. Je suis entièrement d'accord, mais c'est quand même un boulot fastidieux et il faut. Ouais, mais non, on peut faire quelques minutes d'échantillons quand c'est segmenté déjà, je répète. Quand on n'a pas dessiné les polygones, une demi-journée, c'est fini, quoi.
Quand tu prends tu vois, en lasso, là, tu sélectionnes des polygones, tu peux en faire 10, 15, 20 d'un coup. D'accord. Ouais, c'est intéressant comme En général, nous, c'est ce qu'on utilise pour faire pour les parties sol nues parce qu'on n'arrive pas à en avoir. Mais le reste, on utilise la BD Topo et que l'on nettoie, comme on a dit, avec l'NDVI. Ça donne déjà pas mal comme résultat. Voilà. Mais du coup, nous, on l'a fait récemment pour notre SCO sur trois classes avec arbustif. Et du coup, ça permet aussi de s'affranchir de l'effet de bord. Le temps qu'on gagne en faisant bien les échanges, on gagne sur les corrections post-classiques. Oui, c'est sûr. Mais alors, du coup, c'était une classif qui faisait directement arbustif, arboré, herbacé? Oui, avec la texture, mais sans le MNH. D'accord. Théodolina. Ok. C'est pour quel projet? Playad for Urban Flower. Ah oui, d'accord. Okay. Parce que du coup, là, on fait la classif juste pour végétation. Et après, on fait tout notre travail. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire directement classif des 3 strates. Ce serait faisable aussi, ouais. C'est une autre philo. Donc, le tableau des données utilisables sur la réplicabilité. Et donc, les perspectives. Donc, on a constaté que la méthode n'est pas 100% automatique, assez lourde à répliquer. Donc, l'objectif, c'est de faire une version 2 où on va optimiser la méthode, optimiser les volumes de données, les temps de calcul pour la rendre donc plus facile, plus rapide et plus facilement réplicable. Et on va pouvoir aussi creuser certains aspects qui avaient été laissés de côté, donc notamment le niveau de dépaysage, peut-être intégrer les paysages plus tôt aussi, comme disait Julien, peut-être ajouter les attributs, tous ceux qui étaient en gris tout à l'heure. Notamment avec Sentinel-2, on pourrait peut-être accéder au LAI ou à d'autres choses. Calculer les indices de confiance, au moins essayer d'avoir des méthodes de calcul, etc. Donc il y a quand même beaucoup de choses à creuser. En 2 ans, on a déjà fait pas mal de choses, mais il reste quand même du travail. Voilà, donc là on arrive à la fin du projet, donc il nous reste juste les 2 stages de validation à terminer, le rapport de fin de projet à rédiger. Et suite à ça, on espère l'an prochain, comme on disait, pouvoir commencer une alternance sur le sujet pour creuser la V2. Et ensuite, voilà, le projet sera terminé. Donc, à voir comment tout ça se diffuse derrière. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on a terminé. Ça fera l'objet d'une communication, ça, alors, oui, clairement oui. On a aussi pour objectif de faire une publi scientifique. Voilà. Et ensuite, tout sera sur le site du SCO. Je pense que, je ne sais pas l'ordre des choses, mais communiquer sur la fin du projet, je pense qu'on le fera au moment où on aura le rapport final de près. Mais ça serait pas mal de connecter ce timing-là avec l'ouverture du démonstrateur et voilà, de tout faire en même temps, ça serait pas mal. Donc peut-être même si le démonstrateur est ouvert que sur certains volets, de diffuser un peu tout ensemble, quoi. Rapport de fin de projet, ouverture sur la plateforme démonstrateur, petit article web. On fait souvent comme ça au CEREMA pour voilà, communiquer. Les publications. Il faudra le coordonner effectivement avec une présentation aux élus, aux différentes directions concernées. Oui, on peut prévoir ça. Oui. Donc, en termes de présentation d'outils, et puis en même, dans un temps qui va être jumelé, travailler sur les perspectives. Oui. Perspectives. Oui. Déjà, il y a, outre la méthode de détection, le projet va suivre son cours par rapport à l'utilisation des données pour l'évaluation environnementale. Déjà, on va travailler sur ça, sur les services écosystémiques. Et puis, sur les besoins, peut-être à redéfinir des services de la métropole. Oui. Sur quel sujet on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'on veut développer, quelle utilisation nouvelle on pourra en avoir. Voilà, c'est une piste à creuser. Pour la présentation aux élus, tu pensais à... De notre part ou... Présenter l'outil déjà. Oui, donc de la part du terrainiste. Présenter l'outil et puis qu'il y a un débat quand même qui s'instaure aussi avec les décideurs. Le cadre, il sera un peu plus large, ce sera le cadre aussi
des hommes et des arbres, vous êtes signataire et il y a un enjeu à évaluer le service. Donc là, on va dire qu'on a bloqué la base de données sur laquelle on va travailler dessus autour de la végétation. Là, on a une base de données de végétation sur laquelle on va construire un outil V2 avec un démonstrateur d'indicateurs quantitatifs de végétation, mais aussi de services rendus. Les discussions vont être aussi là. Sur les perspectives de faire un GUS 2, peut-être qu'il y aura un retour de la métropole sur la précision de la végétation, etc. Mais je pense que c'est quelque chose à voir de manière indépendante. Il y aura certainement un retour d'expérience. Je pense qu'il va falloir un petit peu faire tourner l'outil dans les services, par les agents qui sont sur le terrain. Donc, il va peut-être y avoir des remontées d'infos, de fiabilisation des données, je sais pas, peut-être des besoins qui vont émerger, voilà, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'à la fois, il y a une présentation à faire, mais il y a aussi le retour d'expérience qu'il va falloir organiser un petit peu. Et puis, ce retour d'expérience, enfin tout ça, tout ce qu'on va se dire dans ce temps-là, va nous servir, va nous enrichir et va nous alimenter notre cahier des charges pour la suite. Okay. Oui, pour ajouter, ce retour d'expérience, c'est hyper important. Souvent, ça apporte beaucoup d'éléments. Les prises de tête, c'est beaucoup d'éléments. Pour les priorisations dans les suites, c'est-à-dire on sait qu'on a plein de choses à voir. Et par rapport à l'utilisation opérationnelle, peut-être que c'est un truc, ce truc-là, on a vraiment besoin. Faire avancer en fait, voilà. Le développement de nos services, c'est vraiment ça. On fournit un outil, c'est vraiment tous les retours d'expérience, c'est hyper important. Et c'est ça qui nous fait nous adapter et évoluer vers certaines fonctionnalités. Je pense notamment un peu en off, en parallèle, j'en avais parlé au directeur du climat et de l'énergie chez nous, Métropole, qui était tout au courant de ce qu'on faisait. Donc, on a des gens qui ne sont pas au courant de ce qu'on fait, on va en avoir d'autres. Mais je pense que cette direction du climat va être extrêmement intéressante pour la suite. Donc, moi, je vais les rentrer dans la boucle. Et, je pense déjà, ils travaillent sur les îlots de fraîcheur, ils travaillent sur tout ça, sur un nouveau PCAET. Il y a des débouchés. J'en ai pas trop parlé ce matin, parce qu'on parlait de planification territoriale ce matin, mais le PCAET, voilà, c'est un des débouchés possibles aussi. Même pour les révisions du PLUI, des choses comme ça. Oui, alors le PLUI, là, il est en cours d'étude et il sortira l'année prochaine. Il est encore temps, dans le cadre de la concertation, encore temps d'intervenir dessus, mais plus trop. Non, c'est un peu verrouillé ça. Ouais, cet axe-là, on aura encore 2-3 ans devant nous, je dirais pas ça. Et sans parler de PLUI, il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. J'ai parlé ce matin des orientations d'aménagement programmé, les fameuses OAP, qui sont associées et annexées au PLUI. Ça, pour le coup, c'est des outils pour nous qui sont des outils super importants dans la stratégie d'aménagement. Donc, on pourrait travailler. Et on a une OAP changement climatique, et on a d'autres OAP d'aménagement du territoire qui sont soit des OAP territorialisées, soit des OAP thématiques. Changement climatique, il peut y avoir le bâti, il peut y avoir des zones industrielles, des zones d'activité, etc. On a des gisements potentiels derrière, donc je pourrais mettre, je pense que quand on va organiser la présentation de tout ça à la métropole, il y aura des élus, mais il y aura aussi les directions d'urbanisme, climat et énergie, il y aura les espaces publics, il y aura l'écologie urbaine, et puis les espaces verts, Ok. Bon, merci à tous pour votre présence. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non. Merci aussi à ceux qui nous ont suivis à distance. Voilà, bonne fin de journée et info à suivre. On vous enverra donc le replay, les slides et puis les infos sur la fin du projet quand il sera officiellement terminé. Merci, au revoir.